Ça, c'est un vrai bonheur de pouvoir avoir le pouvoir de dire arrête. C'est-à-dire, t'as un vrai pouvoir sur la musique. Vous êtes venus là sur le bonheur, mais je vais vous dire, le bonheur n'existe pas. Non, il y a Jasmine qui vous l'a fait ce truc-là, je ne peux pas le faire. C'est difficile de passer derrière Smaïn, hein, quand même. Il est touchant, il est parfait. Et j'ai de la chance de le compter parmi mes connaissances. On a des amis en commun. Et je trouvais que c'est important que vous alliez à la rencontre aussi de cet homme. Parce qu'en fait, on va s'apercevoir, quand on parle du bonheur, on a une multitude de regards croisés sur le bonheur. Et chacun va avoir sa définition. Et c'est curieux aussi parce que beaucoup de fois, on m'a demandé si j'étais heureux et si moi je vivais le bonheur. C'est fou. Et beaucoup de fois, on me l'a demandé quand j'étais dans des périodes de vie qui n'étaient pas sympas. J'avais envie de dire, mais attends un tout petit peu que je sois vraiment dans une super phase de patate, et puis je te dirais oui. Et bien vous savez quoi, même dans ces périodes-là, je répondais oui. Parce que, même si je vais contredire un peu Smaïn, je crois que le bonheur existe. Non seulement je crois que le bonheur existe, mais pire encore, nous avons le pouvoir de le créer. Alors c'est un truc un peu dingue, parce que quand on a préparé cette soirée, Lucie, vous savez, j'ai 2 piliers dans cette entreprise et dans ma vie, c'est Lucie et c'est Katia. Sans eux, sans elles, j'ai... Vous avez entendu le... Ok. Ça veut dire tu te scratches, ok? Et Lucie, elle m'envoie, tu sais, il paraît qu'il y a un homme et une femme qui ont écrit un livre sur l'anti-bonheur, parce que il paraît qu'il y a des marchands de bonheur et que le développement personnel dit que tout le monde doit vivre dans le bonheur et que c'est une sorte de névrose. Donc je suis allé me renseigner et j'ai trouvé ça complètement dingue. Vraiment, j'ai trouvé ça dingue de commencer à te dire, mais finalement, arrêtez de vouloir rechercher le bonheur, c'est limite névrotique. Alors, je sais pas... Non, si, en fait, je sais. Je suis sûr que je sais à 100% que le mec qui a écrit ça, il n'est pas heureux. Parce que c'est pas possible. Je crois profondément que le bonheur, non seulement c'est un choix, mais en plus, je crois que c'est un droit. Et vous avez remarqué, c'est l'un des derniers droits qu'il nous appartient de créer. C'est bizarre parce qu'on dit qu'on vit dans des sociétés où la liberté est de mise. Je ne le trouve pas du tout. Je trouve que nos libertés sont de plus en plus restreintes, à chaque niveau. Et à chaque fois qu'on va vouloir restreindre la liberté, on va lui opposer le droit. Donc, je vous donne un exemple tout bête. On va dire aux non-fumeurs, vous avez raison, maintenant, dans les endroits, on n'a plus le droit de fumer. Je suis non-fumeur, mais ça ne m'a jamais posé de problème d'aller voir une personne qui fumait, de lui dire « Pourriez-vous, s'il vous plaît, ne pas fumer ou déplacer votre cigarette ?» Parce que à 2 mètres ou 3 mètres, ça ne me dérangeait pas tant que ça. Okay ? C'est-à-dire que ce qui avant pouvait être un acte de relation civique, de relation sociale, et vous savez quoi ? Je n'ai jamais une personne qui m'a dit « Non, je suis désolé, j'ai le droit de fumer. » Non, j'ai toujours eu des fumeurs qui, en face de moi, avaient été plutôt courtois parce qu'en vrai, j'avais été courtois. Vous voyez ce que je veux dire ou pas ? Et en fait, on s'aperçoit qu'il y a plein de petites libertés comme ça qui disparaissent. Pour beaucoup d'entre vous, vous savez que je vis dans un pays qui s'appelle Israël. Et Israël, c'est un pays que j'aime profondément et c'est un pays en même temps qui fait de la peine. Il me fait de la peine parce que quand je vois ce qu'on dit sur Israël, ça me fout les boules. Surtout dans les médias. Parce que ce que je vis au quotidien, c'est pas ça du tout. Mais la dernière fois, j'étais sur la plage et je voyais des jeunes qui étaient en train de se faire un feu de camp. Ce soir où j'étais en train de promener mes animaux, et à un moment donné, il y a la police qui arrive. Et là, je me dis, si c'est comme la France, ça craint. Parce qu'en France, le gendarme, il serait arrivé, comme ça, « Bonjour, gendarmerie nationale. » Alors, ne me demandez pas pourquoi, pour moi, tous les gendarmes, ils ont l'accent du Sud.
À chaque fois que j'essaie de faire un gendarme, il a toujours l'accent. Dès que je ne fais pas l'accent du Sud, c'est plus un gendarme. Gendarmerie nationale. Ben, force est de constater que vous êtes contrevenant d'une agression à l'environnement susnommée dans la loi 14 qui vous interdit de faire de feu de camp. Donc vous êtes délinquant dangereux. Vous devez arrêter avant que le monde entier prenne feu. Mais on est sur une plage. Il y a de l'eau partout. Et il y a des arbres nulle part. Oui, mais quand même, selon la loi. Et là, j'ai vu un policier qui est arrivé et qui leur a dit « Hey, juste je vous rappelle, demain, il y aura du public sur cette plage. S'il vous plaît, laissez-la propre. Nettoyez tout derrière vous. Et je ne veux pas une trace de cendre ou on ne sait jamais. » Et il leur a pris le temps de leur expliquer que s'il y avait des braises, peut-être qu'une personne qui arriverait demain matin se brûlerait. Vous savez quoi, ce soir-là, ce que j'ai fait, je suis resté vachement tard. Parce que ça m'interpellait. Je voulais savoir ce qu'ils allaient faire. Et parce qu'il y a eu cette toute petite interaction-là, ils se sont responsabilisés. Et en fait, je crois que finalement, il y a un lien entre bonheur et liberté. Quand j'ai préparé cette conférence, je me suis dit, ok, dernièrement, j'ai mis en place 3 séries de capsules sur les neurosciences sur YouTube où je parle du bonheur, de la biochimie. Et c'est vrai que souvent, le bonheur est une sorte de récurrence dans ce que je veux enseigner. Et je me dis, mais qu'est-ce que je veux bien raconter sur le bonheur ? Bon, j'avais juste une certitude, c'est que quoi qu'il arrive, Smaïn, avec son style qui lui est propre, avec sa personnalité qui est étincelante comme ça, je sais qu'il n'allait pas aborder le bonheur comme moi je pouvais l'aborder. Mais ce que j'ai aimé dans son intervention, c'est que finalement, tu peux naître dans des difficultés, dans des problèmes, et créer ton bonheur. Trouver ta voie du bonheur, en l'occurrence pour Smaïn, ça a été à travers le fait d'exister. Je vous rappelle que exister, c'est ex-ester, être à l'extérieur, ok ? Et que son chemin à lui d'exister, son existence, passait par le fait de rendre l'autre plus heureux. Alors je me suis dit, quelle approche je vais pouvoir avoir du bonheur ? Eh bien, en fait, on va décomposer le mot bonheur. C'est rigolo, tout à l'heure, Smaïn t'a dit un truc très vrai. Finalement, le bonheur, c'est plein de petites décompositions comme les lettres qui composent ce mot. Et vous savez quoi ? On va décomposer le mot bonheur ce soir. Pour chacune des lettres, je vais vous expliquer non pas ce que j'ai lu, mais particulièrement ce que j'ai observé. Et pour faire cette conférence, puisque cet été, j'ai eu le temps, j'ai pris le temps cette année de me poser vraiment aussi, et de me reposer, parce que c'est quelque chose que je ne sais pas toujours faire. Et j'avais en tête cette conférence, et je me suis dit, mais finalement, quelles sont les personnes que je connais dont je pourrais dire qu'ils vivent le bonheur ? Et croyez-moi, il y en a plein, en fait. Il y en a beaucoup plus qu'on pourrait l'imaginer. Et c'est quoi le bonheur ? On ne va pas aller dans les définitions purement académiques, ça n'a aucun intérêt. Je crois aujourd'hui que le bonheur, c'est profondément un espace que l'on crée. Certains vont dire, c'est un chemin qu'on doit suivre, qui sont parsemés de moments où on va être très heureux, plus ou moins, dans lequel on va gérer nos malheurs, plus ou moins bien. Moi, je crois profondément que le bonheur, c'est quelque chose qui se construit. Mais plus que ça, c'est un espace que l'on crée. Je veux juste que vous réfléchissiez à ça. C'est un espace que l'on crée. Je vais aller plus loin. C'est un espace que l'on va co-créer. Parce que vous savez qu'il n'y a rien de plus chiant au monde que quelqu'un qui est heureux tout seul. C'est important ce que tout à l'heure nous exprimait Smaïn, parce qu'en fait, toute la soirée aurait pu se résumer en un seul mot, l'altérité. Le bonheur, c'est quelque chose que l'on co-crée. Mais, comme je vous le disais, je crois en la responsabilité personnelle, je crois dans ces dispositions d'esprit qu'on va avoir d'être d'abord le premier créateur de son bonheur.
Créer un espace, ça veut dire quoi? C'est organiser une logique d'espace et de temps. C'est ça, créer un espace. Je vais créer un espace. Un espace, c'est quoi? C'est un lieu, c'est un moment, c'est un instant, c'est du temps et c'est un endroit. Le mot endroit était encore cité tout à l'heure pendant la conférence de Smaïn. Mais d'abord, pour moi, le bonheur, c'est un espace que l'on crée, avec une volonté intrinsèque de le créer et ensuite de le co-créer. Comment on co-crée? En partageant, en échangeant. Comment on crée cette soirée? En partageant l'information qu'elle existe, en partageant cette scène, en se disant qu'à chaque fois, on mettra en avant des intervenants, on va mettre en avant des coachs. Tout ça s'appelle de la co-création. Donc pour moi, il n'y a pas de bonheur sans co-création. Donc, le premier état d'esprit qu'on doit avoir, la première attitude qu'on doit avoir, c'est d'avoir l'intime conviction que ce bonheur, on a le pouvoir de le créer. Parce que le grand problème aussi de la plupart des personnes que je vais rencontrer, je ne vais pas vous faire une soirée encore sur les croyances, mais il y a un tas de personnes qui pensent qu'ils n'ont ni le pouvoir, ni la légitimité de créer le bonheur. Je crois que c'est la plus grosse erreur humaine. À partir du moment où vous avez une idée, une croyance, je vous rappelle que c'est une pensée qu'on considère comme la vérité, à laquelle, au final, je vais me conformer. Je répète, c'est très important. Une croyance, c'est une pensée que je considère comme vraie, mais à force de considérer que c'est vrai, je vais m'y conformer. Tout à l'heure, un monsieur brillant, sympathique est venu me voir, il me dit « Tu vis en Israël, mais c'est pas dur, les Israéliens, ils sont pas... » Je ne sais pas si on parle du même pays, là. Est-ce que les Israéliens, ils sont cool? Pas tous. Non, c'est vrai. C'est un peuple qui est, à certains égards, assez rude. Il ne dit pas toujours bonjour, pas toujours merci. Ils interpellent directement. Ils tutoient dans leur culture. Donc, quand toi, tu es dans un monde aseptisé, que tu arrives et tu dis bonjour. Edmond de la Villardière, comment ça va? Le gars, il te regarde en short parce qu'il vient en short toute l'année. Il dit, mais tu fous quoi? L'autre jour, je suis allé dans des bureaux à Tel Aviv et ma femme m'a dit, mais pourquoi tu t'habilles? Je vais au bureau. Mais en fait, tu sais qu'ils vont voir que ça à la caméra. Oui, mais je vais au bureau. David, au bureau, ils vont tous y aller en short. Tu seras le seul habillé comme ça, complètement, à 40 degrés dehors. Et en fait, elle avait raison. Quand j'ai débarqué, j'étais en short. Ils étaient en short. Donc, une fois encore, quand on vient m'interpeller comme ça, je me dis, mais finalement, pourquoi il a ce regard et pourquoi j'ai le mien? À partir du moment où tu as un regard de co-création, c'est-à-dire que d'abord, tu vas dire, OK, moi, je vais créer un espace. Je vais créer cet espace dans lequel, quand je vais arriver, je ne vais pas arriver avec mes idées que je vais vouloir imposer de français. Je vais essayer de comprendre leur culture. Je vais essayer de comprendre comment ils fonctionnent. Ça ne veut pas dire que je vais être comme eux, mais ça veut dire que ce n'est pas à tout cela de s'adapter à moi, c'est à moi de m'adapter à tout cela. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est comme si tu disais, OK, là je suis bien assis sur mon tabouret, maintenant je vais tirer le piano. Ça veut dire, dis-moi, que tu ne serais pas un petit peu con quand même? Laisse le piano et avance. C'est adapte-toi. Et vous savez quoi? Il n'y a pas de bonheur sans adaptation. La plupart des personnes qui vivent ce qu'on appelle le malheur sont des personnes qui ne s'adaptent pas. Il y a quelque chose qui change dans ta vie. Il y a quelque chose qui est nouveau dans ta vie. Mais ça va en contre avec tes plans. Donc comme ce n'est pas en accord avec tes plans, toi tu te dis, je vis un malheur. Non, il se passe quelque chose, ça s'appelle une circonstance. OK?
Cette circonstance, elle doit t'amener à t'adapter. Il n'y a pas de bonheur sans adaptation. Ça aussi, c'est très important. Toutes les personnes qui sont malheureuses sont des personnes, je vous le dis, inadaptées. Voilà. Parce qu'un jour, tu étais célibataire pendant longtemps et tu arrives en couple. Et là, tu t'aperçois que c'est quand même un truc un peu compliqué. Il y a une espèce de chose physiquement bien organisée, avec des concepts et une vision du monde qui n'ont rien à voir avec les tiens. Et ça commence par quoi ? Par le tube de dentifrice. Parce que dans ta tête, le tube de dentifrice, qu'il ait un bouchon ou pas, mais elle va te dire, ouais, et ben c'est super important de remettre le bouchon. Non mais écoute, c'est pas grave parce que comme ça, il est tout de suite prêt. Mais c'est une bonne nouvelle, ça veut dire que je me lave les dents plusieurs fois par jour. Parce que si tu étais positive, tu te dirais, il se lave les dents plusieurs fois par jour. Hein ? Ma théorie, elle est con. Et là, tu as envie de dire, mais c'est quoi ce concept ? Les personnes qui sont malheureuses sont les personnes inadaptées. Alors, on va dessiner le bonheur. Le bonheur avec un B comme... Bon, on verra tout à l'heure. Ce B-là, je le garde pour la fin. Je ne sais pas si ça se fait bien de dire le B pour la fin, mais c'est moi qui choisis. Parce que c'est moi qui est là. Donc c'est un peu moi le patron là maintenant. Parce que si je veux vous dire n'importe quoi pendant 1 heure, je peux vous prendre complètement en otage. Mais bon, comme vous avez fait le plaisir de venir, je vais essayer de dire des choses intelligentes. Donc le B, vous me rappellerez le B qui s'engage à me rappeler le B ? Non, c'est pas de l'engagement, ça c'est... Qui s'engage à me rappeler le B ? Oui. Ok, que des femmes. On y va. Alors, bonheur avec un B, ensuite bonheur avec un O comme 2 choses. D'abord, organiser. Ouh là, c'est pas très drôle l'organisation. Mais vous savez quoi, le bonheur, ça s'organise. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que si tu choisis pas, tout à l'heure je disais, le bonheur c'est créer un espace. Si tu ne choisis pas d'installer des moments de bonheur, d'organiser dans ta vie des moments dans lesquels tu vas vivre le fait d'être heureux. Posez-vous la question, qu'est-ce qui vous rend heureux dans la vie ? Ok ? Par exemple, moi, l'une des choses qui me rend particulièrement heureux, c'est de passer un moment avec ma fille. Ok ? Et ça s'organise. Quand tu pars, tu la prends comme photographe. En plus, tu paies rien. Enfin, pas directement. Chacun sa stratégie, ok ? Mais tous ces moments-là, en fait, si tu les organises pas, vous savez quoi ? Ça part en vrille. C'est-à-dire que, par exemple, tout à l'heure, je vous parlerai de la logique de besoin, ok ? Mais c'est juste important que vous compreniez une chose. C'est que si tu n'organises pas ton bonheur, tu vas laisser de la place pour le malheur. Une fois encore, c'est une question d'espace que tu vas créer. Je me rappelle un jour, on fait une randonnée avec des potes et on était partis sur ce qu'on appelle une piste noire. Donc c'est un truc, je ne savais même pas qu'il y avait des pistes. Et moi, ma première randonnée, c'était une piste noire. Bon, à l'époque, je faisais pas mal de sport, je m'en suis sorti pas trop mal. Et j'avais l'une de mes meilleures amies qui était avec nous, elle avait une phobie des hublots. Alors je ne sais pas comment ça s'appelle, ça doit s'appeler l'hublophobie. Elle était hublophobe. C'est-à-dire que dès qu'elle voyait une fenêtre en forme de rond, elle rentrait dans une panique, mais une panique attaque. Vous savez, la vraie phobie. C'était dingue. Et là, on avait marché, et on arrive au chalet. Et quand on arrive au chalet d'alpage, dans lequel on va passer toute la nuit,
je vois ce hublot et moi, je commence à paniquer. Parce que je me dis, oulala, on est quand même très loin de la civilisation. Il n'y a aucun portable qui passe. Je ne redescendrai pas ce soir. C'est pas possible. Si elle nous pète une crise, on est vraiment très mal. Mais elle était tellement fatiguée. Elle avait tellement marché. Qu'à un moment donné, on était dans le salon. Et moi, je faisais tout le temps ça, comme ça. Il y a mon nez, elle va percuter qu'il y a un hublot, la hublophobe. Et elle me regarde comme ça, je vais, ça va? Elle me dit, oui. T'es sûr ça va? Mais très bien. Ça va très bien. Elle commence à dire, David, il a un problème. Ou alors, il y a un truc sur le visage. Ou... Elle me dit, mais pourquoi tu me dis ça? Et moi, je dis, dans ma tête, je ne sais pas si je dois lui dire ou pas. Parce que je me suis dit qu'elle n'est pas marquée, mais quand même, le hublot, il y avait que ça. Donc, tu ne pouvais pas voir qu'il n'y avait que le hublot. Non, je dis parce qu'il y avait la fenêtre, là. Ah ouais, je sais, mais... je suis tellement fatigué que de toute façon... Et là, toi, tu dis, pourquoi j'ai fait des études? Pourquoi je ne suis pas randonneur? J'emmène tout le monde qui a un problème. T'as peur des serpents, il n'y a pas de problème. Viens, on va faire une marche de 14-15 km avec un bon dénivelé. Et puis quand tu arrives là-bas, je vais te balancer un mamba noir, tu vas voir. C'est une solution. Mais je remarquais que pour elle, à ce moment-là, compte tenu de tout ce qu'elle avait vécu, il n'y avait pas l'espace pour la peur. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Et que quand tu crées des moments de bonheur, quand tu organises dans ta vie des moments de bonheur, eh ben, il n'y a plus la place pour le malheur. Quand bien même tu aurais des difficultés, des problèmes, des grosses mauvaises nouvelles, quand tu organises ces moments de bonheur, à un moment donné, comme tu as pris tout l'espace disponible, ou le plus possible, eh ben, tu sais quoi? Tu gères. Mais il y a une chose qu'il ne faut pas oublier, c'est justement de l'organiser. J'ai eu la chance un jour, quand je suis parti au Canada faire des études, pendant plusieurs mois, j'ai travaillé de près avec un très gros cabinet d'expertise comptable là-bas sur place. Et le type, Guy Cloutier, tabarouette que ce nom-là, là, avec cet accent, Guy Cloutier, d'abord, tu ne pouvais même pas penser qu'il était expert comptable avec un nom pareil. Tu l'aurais vu dans le bâtiment ou un truc comme ça, tu vois. Et Guy, il avait une philosophie de vie qui était juste extraordinaire. Parce qu'à l'époque, moi, j'étais en plein de préparation sur le développement, le coaching et tout ça. Puis il me disait, un jour, il me disait, tu sais, David, en fait, ton coaching, là, c'est du GBS. Du gros bon sens. Lui, il mettait du gros bon sens partout. Et il y a un truc que j'adorais chez ce mec, c'est qu'il était super structuré, mais dans tout. Même son développement personnel, il le structurait. Et vous savez comment? Il me dit, moi, comment je m'organise ma journée? D'abord, je me mets 3 espaces dans ma journée. Là. Ces 3 espaces, ils font entre 30 minutes et 57 minutes, pour plus. Et c'est quoi ces espaces? Il me dit d'abord, je me donne tous les jours un espace problème. Je considère que ce moment-là, c'est le moment où j'ai décidé de me concentrer présentement sur mon problème. C'est ce moment-là, dans lequel je vais être hyper focus sur ce qui me pèse le plus en tant que chef d'entreprise. Ça peut être la grosse difficulté du moment, ça peut être les gros projets d'affaires, mais quoi qu'il arrive, là, cet espace-là, je suis concentré dedans. C'est-à-dire qu'en dehors de cet espace-là, je ne pense pas à mes gros problèmes. J'ai un espace pour mes problèmes, et après, j'ai un espace tendresse. J'ai un espace dans lequel je me fais du bien. Bon, chacun a son moyen de se faire du bien. Comme dirait Smaïn, tout est une question d'imaginaire. OK? Mais, ce moment-là, je fais des choses que j'aime énormément. Et après, j'ai un espace projet. C'est-à-dire que tous les jours, je prends un moment pour regarder c'est quoi mes projets les plus importants pour moi là,
au niveau professionnel. Et ça, il glissait ça dans sa journée. Et je trouvais ça génial parce que, en fait, ce mec, il avait inventé la capacité qu'on a d'organiser notre bonheur, en fait. Il avait structuré les choses. Et c'est vrai, quand on parle bonheur, on a envie de parler d'émotion, on a envie de parler de joie, on a envie de dire, tu sais quoi, va dans la forêt, embrasse les feuilles. Tu peux même faire des bisous aux vers de terre. Eux aussi ont besoin d'amour. Ok. Mais en fait, le bonheur, c'est un espace que l'on crée. Et un espace que l'on crée, il doit se vivre à travers quelque chose qui s'appelle mon organisation. Plus je vais choisir d'organiser, de structurer mon temps pour me dire qu'est-ce que je peux faire pour que je puisse vivre à la fin de la semaine, me dire tiens, finalement, cette semaine, c'est une semaine de bonheur. Ok. Maintenant, quand on demande à tout le monde c'est quoi le bonheur, les personnes disent c'est un chemin long qu'on n'atteint jamais. Imaginez le truc, il y a un pote qui te dit viens, on part en voyage. Où on va? Écoute, dans un endroit fabuleux. On n'y arrivera jamais. Mais par contre, le chemin, il va être extraordinaire quand même. Tu as envie de dire à ton ami, tu veux pas échanger d'amis? Trouve-toi d'autres amis, aussi psychopathes que toi. Ça sert à quoi le bonheur si c'est un système que tu n'atteins jamais? C'est franchement con comme définition. En tout cas, moi, ça ne me plaît pas. Moi, j'ai toujours pris le parti pris de me dire, et vous, le bonheur, c'est ce que je vis maintenant. Vous comprendrez tout à l'heure quand je vous parlerai du B. Mais le bonheur, c'est quelque chose que je choisis de vivre maintenant. Et ce n'est pas une condition circonstancielle. Le bonheur, c'est un état d'être. Le bonheur, c'est la capacité d'être heureux le plus souvent possible dans les circonstances les plus variées. Tu as des personnes qui vont contextualiser leur monde. En fait, en vrai, on fait ça tous. On va contextualiser nos mondes. Un coup, on est parent, un coup, on est amant, un coup, on est chef d'entreprise, un coup, on est homme de société, un coup, on est formateur, un coup, on est conférencier. Ok ? Et il y en a qui se disent, moi je suis désolé, combien de fois quand je suis allé donner des conférences, je leur disais, les gars, hey, mets du fun dans ton boulot, quoi. Combien de managers j'ai vu les mecs, quand je leur donnais la conférence, tu avais le sentiment qu'ils serraient tellement les fesses qu'ils fabriquaient de l'huile. Oui, mais quand même, pas trop leur dire que le bonheur c'est sympa parce que ils vont pas travailler. Mais quel rapport? Parce que justement, toutes les études en neurosciences, j'ai bien dit toutes les études en neurosciences montrent que quand une personne est heureuse, quand elle prend du plaisir, elle est motivée, il y a beaucoup, beaucoup moins d'accidents de travail, d'absentéisme. Bref, tout ce qui fait la nécrose d'une entreprise disparaît. Et toi, tu es en train de leur dire, non, soyons l'ancienne, c'est bien quand même qu'ils en chient tout le temps. Mais les gars, vous ne voulez pas considérer ce qu'il y a de nouveau? Vous ne voulez pas considérer que ce que la science est en train de nous dire, c'est que plus une personne, elle organise son bonheur au cœur de ce qu'elle fait, et plus elle est sympathique? Vous savez quoi? On a tous le choix aujourd'hui. Regardez, juste si on parle d'économie, ne serait-ce que la boulangerie du coin. Tu vas dans n'importe quel petit village, pays, ville, tu as toujours plein de boulangers. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on a le choix. On a le choix d'acheter aujourd'hui sur Internet, de se déplacer, d'aller dans les petits commerces, d'aller dans les grands commerces. On a le choix. Alors, bon sang, bonsoir, pourquoi on va les commander chez un plutôt que chez l'autre? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'au fond, il y en a un qui m'aime plus que les autres. Et il y en a un qui m'aime tellement qu'il s'est attardé à tout faire pour que mon expérience de consommation
et elle me soit agréable. Et pas simplement quand je vais commander, mais aussi quand je vais demander mon remboursement. J'avais une conversation avec Yannick aujourd'hui par rapport à un des produits que j'avais acheté, et je trouvais complètement dingue à quel point on pouvait facturer une telle prestation et avoir aussi peu cas du client. Et Yannick a commencé à me dire, oui, mais enfin, tu sais, c'est parce que, je sais pas, peut-être qu'il a beaucoup... C'est pas une question d'argent, c'est pas une question de prix, c'est une question qu'à un moment donné, si tu as dit à ton client, au bout de 30 jours, je te rembourse, s'il arrive au bout du 31e ou 32e jour, je vais pas lui dire, je suis désolé, selon l'article 22 du code de l'Internet et du droit Internet, vous avez dépassé de 2 jours, donc... Mais non, je te rembourse. Si t'es pas satisfait de ce que je t'ai promis, ça sert à quoi d'avoir quelqu'un qui va me dire, oui, mais vous savez, le François, c'est pas la peine. Quel intérêt j'ai ? C'est juste, et à un moment donné, t'aimes tes clients ou t'aimes pas tes clients. Et vous savez quoi ? Vous allez tous consommer chez les personnes qui vous aiment le plus. C'est pour ça qu'on en revient toujours à ce que disait Smaïn tout à l'heure. L'amour, mes chouchous. Donc en tout cas, le bonheur avec un O comme organisé. Le bonheur, c'est aussi avec un N comme neutraliser les pensées négatives. Pourquoi ? Parce que ce qui peut entraver le plus notre bonheur, ce sont les pensées structurées du malheur. Maintenant, le problème, je vous l'ai dit, le répéter, que ce soit sur ma chaîne ou sur les conférences, ou même ici, le problème, c'est qu'on est plus équipé à enregistrer nos pensées négatives sur le long terme que nos pensées positives. C'est tout le problème. Et quand on comprend ça, on comprend que pour cultiver ces pensées positives, il faut faire des efforts. Une fois encore, il y a un lien entre le bonheur et la capacité que j'ai de me conditionner pour le vivre. Parce que s'attaquer à ces pensées négatives, ça prend du temps. S'attaquer à reconditionner un mindset, ça demande du courage. Ça demande de ne rien lâcher. Cette semaine, j'ai fait la promotion d'une amie qui s'appelle Nathalie Cariou et qui a un programme sur l'argent. C'est moi qui ai écrit les textes d'affiliation qu'on a fait. Et en fait, on est en train de faire la promotion d'une amie. OK ? Le dernier mail, j'ai dit, écoutez, aujourd'hui, ça va faire mal. Je vais vous dire ce que je pense vraiment de l'argent. OK ? J'ai reçu, je ne sais pas, une vingtaine de mails. Oui, sachez, monsieur Lefrançois, que je suis profondément déçu. Je vous suis depuis des années sur YouTube, mais là, je ne peux pas considérer qu'une personne qui fait la promotion de l'argent puisse être quelqu'un de bien. Je trouve ça génial. Parce que tant qu'on vivra dans un pays dans lequel la contradiction existera, tant qu'on vivra dans un monde dans lequel quelqu'un pourra me dire que je suis quelqu'un de pas bien, malgré ce qui... Je m'en fous. Pour moi, ça veut dire qu'on a encore de la liberté. Et vous savez quoi ? Elle a tout à fait le droit de penser ce qu'elle m'a écrit. Mais quel dommage de porter un regard aussi cuisant sur l'argent. Okay ? C'est-à-dire que je racontais dans ce courrier une expérience que j'avais eue avec ma grand-mère paternelle quand j'étais petit, et où je la tenais dans les mains. Et vous vous rappelez le film Le Corneau ? Ok. Ceux qui n'ont pas vu le film Le Corneau, une fois encore, je vous emmerde. Non, si vous êtes trop jeune, je peux pas. Non, ça suffit. Je veux bien être gentil, mais il y a des limites. Je peux pas être gentil tout le temps. D'accord ? Parce que sinon, ce serait pas drôle. Bon. Là, je tire ma grand-mère. Alors, cette grand-mère, elle avait 2 particularités. En vrai, je la trouvais pas sympathique. Non, et puis elle n'était pas sympathique. Et elle avait un espèce de poireau ici, là, qui fait qu'à chaque fois que je l'embrassais, c'était... Enfin, non, à chaque fois qu'on me forçait de l'embrasser, c'était une punition. Et là, je vois la voiture Cadillac blanche, intérieur cuir rouge. Le gars, il allait certainement en direction de Deauville, en Normandie. Et là, moi, je le regarde avec l'admiration et je vois la drogue qui est cachée dans les flancs, je vois le Yukon Kun à l'intérieur, je vois tout. Je vois l'or qui est juste derrière les espèces de pare-chocs. Et je regarde ça avec admiration. Il y a même grand-mère qui me tire violemment le bras, qui me fait « N'admire pas ces gens-là !»
Ce sont des gens méchants. Et la chance que j'ai eue, c'est que quand je me suis retourné, en arrière-plan, on aurait cru un truc fabriqué par l'iPhone. En arrière-plan, il y avait l'espèce de HLM dans laquelle elle vivait, pourrie. Et là, j'ai compris que cette pauvre femme, elle avait intérêt de le détester, lui. Mais j'ai compris aussi une chose, c'est qu'il fallait certainement pas que je l'écoute. Et heureusement que je ne l'aimais pas. Non, parce qu'en vrai, j'aurais été que ma grand-mère maternelle, que j'adorais profondément, qui m'aurait dit la même chose, c'est quoi, je l'aurais cru. Et j'aurais grandi avec une idée, peut-être que l'argent, c'était quelque chose de malsain, que c'était pas bon. Ah. L'argent est juste un révélateur. Avec l'argent, tu feras ce que tu dois faire pour être qui tu dois être. Il y en a qui gagnent beaucoup d'argent et en reversent beaucoup pour faire plaisir à des associations. Et il y en a qui vont dépenser ça n'importe comment ou rentrer dans la luxure, peu importe. Mais le problème n'est pas l'argent. Le problème, c'est que ça va révéler qui tu es profondément, parce que tu en auras les moyens. Mais une fois encore, tout est une question de mindset. La question, c'est est-ce que je me bats tous les jours pour dégager ces pensées négatives? Ok ? Autre chose, je vous rappelle que si vous voulez cultiver quelque chose qui vous est précieux, des fleurs, un potager, des bons légumes bio, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça prend de l'engagement, ça prend de la conscience. Il faut être consciencieux. Pas simplement en termes consciencieux au terme, il faut que je plante, il faut que je sème, il faut que j'arrose, il faut que je protège, il faut que j'enlève les mauvaises herbes. T'as vu tout ce que tu dois faire pour avoir des patates ou des tomates dans ton jardin? Truc de psychopathe. Maintenant, t'as vu ce que tu dois faire pour avoir des mauvaises herbes dans ton jardin? Rien. C'est toujours la même histoire. C'est-à-dire que ces pensées négatives, si tu t'attardes pas à te dire « Ok les gars, je m'y attaque vraiment ». Et je vais commencer à me dire « Hey, à chaque fois que j'ai ce genre de pensée-là, il faut que je la remplace. » Par quoi on peut remplacer une pensée négative? Certains diront par une pensée positive. Non. Parce que si vous faites ça, compte tenu du fait que cette pensée négative, ça fait un grand nombre d'années que c'est implanté, votre ego va rejeter la proposition. C'est pour ça qu'une grande partie de la pensée positive ne fonctionne pas. Okay? Parce que tu peux te planter devant le miroir et dire « Je suis mince, je suis mince, je suis mince, je suis mince, je suis mince ». Il y a l'inconscient qui fait... Donc ça, vous vous rappelez, consciemment, vous pouvez traiter jusqu'à 2000 bits secondes, inconsciemment 400 milliards. Donc 2000 bits secondes, tu fais « je suis mince », et tu as 400 milliards qui fait « t'es très gros ». Non, tu peux croire que t'es mince, laisse-le. Mais... Alors il y a quand même quelqu'un dans le cerveau qui fait « laissez-le ». Ça le rassure. Pourquoi? Parce qu'après, il pourra encore plus bouffer. Laisse-le bouffer. Donc toi, avec 2000 bits secondes, tu vois, je fais de la pensée positive. Et à partir de maintenant, je fais la méthode Coué. Tous les jours, je suis de plus en plus mince. Je change de vêtements une fois par an, mais je suis plein mince, c'est sûr. Mais non, t'es gros. Et en fait, ce décalage de conscience, il n'est pas bon. Donc on ne remplace pas une pensée négative par une pensée positive. On remplace une pensée négative par une intention positive. C'est un truc du style « je suis gros ». C'est vrai, t'es gros, ok, mais j'ai l'intention de tout faire pour mincir. C'est-à-dire que je vais remplacer un processus d'opposition par un processus de collaboration. Je vais remplacer ma négation par un projet. Et vous allez voir que quand vous faites ça, curieusement, vous êtes en train à chaque fois de renforcer votre mindset et de donner l'envie d'eux. Pourquoi? Parce qu'à la base de chaque geste de votre corps, à la base de chaque mouvement, de chacun de vos choix, il y aura toujours une intention.
Tout à l'heure, on m'a posé une question très intéressante sur la notion de décision. J'ai des décisions, mais finalement, je ne sais pas, j'y vais pas. Une décision n'a d'intérêt que à partir du moment où tu agis. Pourquoi les gens ne prennent pas de décision? Parce qu'ils ont peur que ça ne soit pas la bonne. Vrai ou pas? Tu te dis, non mais quand même, est-ce que c'est la bonne décision? Je ne vais pas. Moi, j'ai toujours été fasciné par les tigres. Pourquoi? Parce que la première fois que je suis allé au cirque, j'étais proche, là, comme ça, au premier rang, il y avait des tigres, là. C'était la première fois de ma vie que je voyais ces bestioles. Un énorme chat. Un chat qui peut te manger, c'est un truc énorme. Dans ma tête d'enfant, le concept du chat, c'était un truc ridicule. Mais là, c'est un chat qui peut te manger. Et donc après, on est allé voir, avec mon grand-père, les arrière-coulisses, et on est allé voir les tigres. Et j'ai eu la chance à ce moment-là, il y avait le dresseur de tigres qui était là, et je lui ai posé la question, comment vous faites pour les dresser? En fait, on utilise un tabouret. Vous n'avez pas remarqué ça? En ancien temps, vous voyez les lions, les tigres, on voyait sur les anciennes affiches de cirque les mecs avec des tabourets. Ça marche encore. On éduque encore des tigres avec un tabouret et un fouet. Le fouet, c'est absolument pas pour lui faire mal. C'est pour claquer le son juste à côté de l'oreille. Non, parce que si tu veux faire ça à côté de l'oreille d'un tigre, c'est que t'es un petit peu con quand même. Ou tu le feras ça une fois, mais après tu auras un moignon. Donc avec un moignon pour faire ça, c'est pas très facile. Faites du bruit avec un moignon, vous allez voir. Claquer des doigts avec un moignon, il faut être un expert. Donc, ils ont le fouet, ils tiennent à distance, et avec le fouet, clac. Ils vont donner des instructions hyper pavloviens comme système. Mais pourquoi un tabouret? Parce que le tigre se dit, ok, il y a 4 points. Je vais m'en faire un. Le droit ou le gauche? Le gauche. Ouais, mais le droit il est pas mal. Merde, celui du bas, il bouge aussi. Oh là là, celui en bas à droite, il a l'air bien. Non, celui peut-être à gauche. Vous savez quoi? Le tigre, il ne bouge pas parce qu'il est dans l'indécision. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce que fait le dresseur? Il envoie une instruction et il martèle. Fla! Fla! Et à chaque fois, il donne une instruction. Fla! Et l'autre, il ne se rend pas compte que pendant qu'il est en train de faire ça, consciemment, il y a son inconscient qui fait « vas-y, envoie ». Il n'est pas disponible. Mais vous savez, en fait, le tabouret, on l'a tous les jours devant les yeux, à chaque fois qu'on doit prendre des décisions. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, vous ne saurez jamais si vous avez pris la bonne décision. Et je vais quand même vous délester d'un énorme poids. On s'en fout. Parce que le problème n'est pas la décision. Le problème, c'est ta capacité à assumer tes choix. Maintenant, si ton intention de départ, elle est bonne, c'est-à-dire que si tu prends une décision, mais que ton intention de départ, elle est positive, même si ta décision n'est pas bonne, ce que tu vivras aura été bon pour toi. Parce que l'intention de départ, tu la retrouves toujours à l'arrivée. Parce que ton intention de départ, le jour où tu vas aller voir ton amoureux, que tu vas te marier avec lui, si c'est parce que tu l'aimes, si c'est parce que tu veux construire quelque chose, si c'est parce que tu veux construire un foyer, si c'est parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a de l'envie, parce qu'il y a un projet, même si vous rencontrez des galères de couple, ça passera. Mais attention, chouchou, si l'intention de départ, c'est « allez, viens, t'es pas l'homme de ma vie, mais c'est pas grave, parce qu'il faut que je me casse de cette famille, j'en peux plus. » Non, vas-y, tu veux te marier? Oui, moi aussi, allez, vas-y, hop, deal. Et bien là, comme l'intention de départ, elle n'était pas bonne, quand tu vas avoir le moindre souffle dans ton couple, il n'y a plus rien. Parce que ton intention de départ, tu la retrouves toujours à l'arrivée. C'est la raison pour laquelle on ne remplace pas une pensée négative par une pensée positive, mais par une intention. Et cette fois-ci, on a le pouvoir de choisir l'intention positive. Est-ce que je suis clair pour tout le monde quand je dis ça? Good. Donc c'est le plus important de comprendre que d'abord, on doit organiser et structurer, avec aussi un O comme ouverture. Soyez ouverts d'esprit. Mais en vous assurant qu'à chaque fois que vous laissez
des pensées négatives s'installer, à chaque fois, vous empêchez votre capacité à votre bonheur d'émerger. Donc vous devez livrer un combat. Donc vous devez prendre la responsabilité de dire, chaque fois que je laisse une pensée négative sur l'argent, sur les autres, sur le couple, sur ma femme, sur mes enfants, sur la société, sur la culture, sur les Arabes, à chaque fois que je vais faire ça, à chaque fois, je limite ma capacité au bonheur. Donc parfois, le bonheur, il est très simple. Protège-le. C'est pour ça que je ne crois pas que le bonheur, c'est quelque chose, un cheminement qu'on doit atteindre. Non, c'est un espace que l'on crée et on doit le protéger, mes chouchous. C'est ça le bonheur. D'être en couple, c'est un bonheur. D'avoir la chance d'avoir trouvé un partenaire de vie que l'on aime et qui nous aime et de construire quelque chose, c'est un bonheur. Faisons tout pour le protéger. D'avoir la chance d'avoir des enfants, c'est un bonheur. Il y en a qui galèrent tellement pour avoir des gosses. Il y en a qui n'arrivent même pas à en avoir dans une vie tout entière. Et eux vont te dire, c'est le plus grand malheur de ma vie. Donc toi, tu as la chance de les avoir. Protège-les. Protège ta relation, protège ton bonheur. Fais tout ce qu'il faut pour t'assurer que. Mais le bonheur, il existe déjà en fait, en vrai. Je vous le dis, comme je le pense. On vit tous un vrai bonheur, on le vit tous en vrai. Le problème, c'est sur quoi tu es focus dans ta vie. C'est tout le problème. Vous savez, la structure neurologique de vos yeux, toute l'organisation cellulaire, biocellulaire de vos yeux font que, quand vous me regardez, seulement 12% de ce que vous voyez est en HD. Tout ce qui est au milieu, là, c'est HD, haute définition. Tout le reste est recomposé par votre cerveau. Vous le saviez ? Ok. C'est important que vous le sachiez. Parce que tout ce qui est là, ce sur quoi tu vas focaliser, le focus, HD. En dehors, c'est flou. Pose-toi des questions dans ta vie. Qu'est-ce qui est HD et qu'est-ce qui est flou ? Sur quoi tu portes ton attention focalisée ? Par exemple, si tu portes ton attention focalisée sur ton épouse, les autres femmes, elles sont dans le flou. Si tu portes ton attention focalisée sur le décolleté de ta voisine, c'est ta femme qui sera dans le flou. Et vous savez quoi ? Les personnes qui sont dans le flou, ça donne des relations pas nettes. Je vous le dis. Mais c'est juste important que vous compreniez ça. Ça peut vous faire rire, et ça vous avez intérêt, parce que c'est quand même drôle. C'était quand même le but. Parce que je voulais des applaudissements, mais j'en ai pas encore eu. Moi, donc... Faut demander. Non, les sifflets, c'est pour tout à l'heure. Pas tout maintenant, parce qu'après, j'ai trop d'ego. Qu'est-ce que je disais ? Ouais, c'est ça. Focus, sur quoi je suis focalisé ? Si je suis focalisé sur qu'est-ce que j'ai de bien dans ma vie ? Qu'est-ce qui fonctionne ? Vous savez, il y a eu à un moment donné Apollo 11 dans l'espace. Okay ? Apollo 11, c'était l'une des missions qui devait aller sur la Lune. Et à un moment donné, tout a été de travers. Absolument tout a été de travers. Et les mecs, ils étaient en direct avec les gars de la NASA qui disaient « Attention, le pont supérieur vient de prendre feu. Attention, le pont inférieur est en train de se disloquer. Attention, l'arrivée hydraulique est en train de se vider complètement. » Et ce qui s'est passé, le capitaine, il a dit aux ingénieurs de la NASA « Stop, plus personne ne parle. Dites-moi, qu'est-ce qui fonctionne sur ce vaisseau ?» C'était ça son instinct de survie. Il a réussi à ramener tout son équipage parce qu'il avait besoin de savoir sur quoi je porte mon attention qui me permettent de sauver mon équipage. Pas sur les problèmes qui sont en train d'arriver. Donnez-moi l'information qui me permette de vivre. C'est ce qu'on doit faire tous les jours. D'accord ? On doit être des chasseurs de pensées négatives. On doit s'assurer qu'on est focus sur ce qu'on a de bien. Et même si dans la journée, tu as une difficulté, même si tu as une information pourrie,
Tu as eu 10 minutes d'informations pourries quand on te pose la question le soir, tu as passé une bonne journée. Pourri. J'ai eu un appel téléphonique. L'appel a duré 30 secondes. Mais l'information pourrie que tu as reçue, tu l'as ressassée toute la journée. Parfois, les gens sont des vaches. C'est-à-dire que tu as une pensée négative, tu dis, bien, je vais la ruminer. C'est dégueulasse une pensée négative. Mais après, tu l'avales. Puis après, tu as un moment donné, tu dis, j'ai plus de pensée négative. Bon, comme il n'y en a pas qui arrivent, je vais reprendre celle de la journée. Chaque fois que vous aurez une pensée négative, je veux que vous ayez ça à l'esprit. Je suis une vache. Donc la question, est-ce que tu penses ta vie comme une vache ou comme un être humain? Non, parce qu'à chaque fois que tu ressasses le truc sans arrêt, t'es une grosse vache. Et attention, la vache qui rit, moi j'en ai vu qu'une seule. Hein. Plus c'est des ronds. Arrête. Bon, bonheur avec un H comme héros. Ce que j'ai remarqué des personnes qui étaient le plus en contact avec cette vie du bonheur, c'était les personnes qui étaient dans leur quête héroïque. Et ça aussi, c'est très important. Vous avez remarqué que sur les 10-15 dernières années, on a eu une pléthore de films autour des super-héros. Ça n'arrête pas. Les plus gros box-office, les Avengers, les Captain America, les Spider-Man, les Batman, les musulmanes, tout. Box-office. OK ? Pourquoi je vous dis ça ? Parce que, en fait, Seigneur des Anneaux, Star Wars. Pourquoi on aime ces films-là ? Non, parce que en vrai, moi je me rappelle un jour, moi, fan de Star Wars, c'est ce que ça veut dire d'être fan de Star Wars ? Ça veut dire que tu connais les répliques de Yoda par cœur, que ta vie, tu te demandes si tous les jours tu te lèves et tu essaies de faire bouger un objet par la force. Ça a marché une fois. Mon sexe. Non, je plaisante. Oh, ça va, fallait pas poser les questions aussi. Bah quoi, je m'étais concentré. Pour une fois que quelque chose bougeait, j'ai profité, hein, je suis désolé. Je veux juste vous dire par contre que cette quête héroïque, elle est très importante parce que on se passionne. Ouais, alors, je disais qu'un jour j'ai un pote quand même, je lui dis mais t'aimes pas Star Wars ? Non. Ah, déconne pas, parce que tu l'as pas vu. Je l'ai vu. Mais quand même, la force, le truc, l'enseignement, le padawan. Le sabre au laser, putain. Oh, c'est des mecs qui jouent avec les bâtons lumineux, là. Le sabre au laser, il me l'a rendu un bâton lumineux, ce con. T'as des mecs qui respectent rien dans la vie. Donc, c'est dégueulasse. Donc, on sait. Pourquoi, alors qu'on sait que c'est surnaturel, ok ? Pourquoi on adore ? Parce qu'il y a la quête du héros à l'intérieur. Et un héros, c'est quoi ? Et un super-héros, encore plus. Un héros, c'est quoi ? C'est quelqu'un qui a une faiblesse, mais qui va s'attarder à avoir un talent. On va revenir encore sur ce mot de talent qui a été exprimé par Smaïn tout à l'heure. Il a un talent, il a une particularité sur laquelle il va tout miser. Mais chaque héros, et encore plus chaque super-héros, a une faiblesse. Et sa faiblesse peut le tuer. Mais c'est en s'attaquant au fait de développer son talent, mais d'apprivoiser sa faiblesse, qu'il va devenir un héros. Hulk, c'est la colère. Ça veut dire que pour être quelqu'un de bien, il va falloir qu'il travaille sa colère. Il va falloir que non seulement il apprenne à la reconnaître, mais à l'utiliser quand il en a besoin et à bon escient. Ça va être son travail à lui. Chaque héros va avoir sa faiblesse.
Batman, ça va être le syndrome de l'abandon. Spider-Man, ça va être la culpabilité. Mais chacun doit travailler sa faiblesse, mais être focus sur son talent. C'est ça la quête du héros. Maintenant, je remarque tous les jours qu'à chaque fois qu'une personne que j'ai rencontrée et qu'elle s'attardait à développer son talent, mais à travailler sa faiblesse, elle devenait une meilleure personne. Et c'est bizarre parce que quand tu leur demandes « Est-ce que tu es heureuse dans ta vie ?» « Oui. » « Oh, j'en ai chié, parce que parfois, tu sais quoi, ça revient toujours. Mais quand même, je suis super heureux parce que j'ai développé ça. » Donc, allez cultiver vos talents. Allez oser cultiver vos talents. Vous vous rappelez la dernière fois, dernière soirée potentielle, il y avait Anna qui était ici. Ok ? Brillantissime. Brillantissime. Mais pour qu'elle soit brillante, elle a dû faire face à sa peur. Ok ? Et c'est ça qui est intéressant avec la peur. C'est que quand tu la travailles, quand tu l'acceptes, et quand tu acceptes de rentrer en elle, et te dire, ok, j'ai peur, mais j'y vais. Ça s'appelle un acte de courage. Parce que le courage, c'est poser une action même quand j'ai peur. C'est ça aussi qui est une bonne nouvelle. C'est que la peur, elle disparaît dans l'action. Donc ce que je suis en train de vous dire par rapport à cette quête du héros, c'est poser les actions nécessaires pour que vous deveniez la personne que vous devez devenir. Ok, tu es un talentueux chirurgien, eh bien, sois encore meilleur. Et si tu as peur de te tromper, travaille ta confiance. Tu es quelqu'un qui est talentueux en prise de parole en public, alors ose, putain, va sur la scène. Et tu vas te manger des erreurs, tu vas te manger des aigreurs. Mais ose aller là où tu dois aller. Deviens qui tu dois devenir. Ça, c'est très important. D'ailleurs, il y a une phrase qui nous dit « Deviens qui tu es ». Tout le monde connaît ça. Mais la phrase, c'est « Deviens qui tu es et tu connaîtras l'univers et les dieux ». C'est-à-dire que dans cette démarche-là, de devenir la personne que tu dois devenir, au final, quand tu feras tout ça, tu vas vivre quelque chose qui est une expérience spirituelle. Parce qu'il n'y a pas de transformation de soi sans transformation spirituelle. C'est pas possible. Parce que la transformation spirituelle, la transformation de l'esprit, ok, c'est un cheminement qui t'élève. Je suis clair ? Es-tu sûr ? Oui. Ok. Donc bonheur, avec un O comme organisé, avec un N comme travailler ses pensées négatives, vraiment, c'est travailler dessus, ok, tout le temps. Faites la chasse. Ensuite, on va travailler sa quête héroïque. On va oser. Trembler, mais oser. Vas-y, ose faire ce que tu as envie de faire. Ose être qui tu as envie d'être. Ismaïl a dit un truc très beau tout à l'heure. Je ne mourrai pas de peur. On n'a jamais connu quelqu'un mourir de peur. Mais par contre, on connaît tous les jours des personnes qui meurent à petit feu parce qu'ils ne se réalisent pas. Parce que quand tu ne te mets pas un minimum de pression pour devenir la personne que tu as envie de devenir, la dépression va s'installer. Parce qu'il n'y a plus rien. Une dépression. La plupart des personnes, j'avais rencontré un monsieur il y a très longtemps qui s'appelait Montbourquette, qui était un homme extraordinaire, qui avait commencé à écrire sur les zones d'ombre. Et il avait fait un travail au Canada sur tout ce qui était dépression. Et son constat était que les personnes qui rentraient en dépression étaient aussi des personnes qui n'avaient plus de projet. Ils avaient ce point commun. C'est aussi des personnes qui ne sont plus elles-mêmes. C'est des personnes qui sont rentrées dans des entreprises avec une volonté de changer le monde, une volonté d'utiliser ce système-là pour rendre les gens meilleurs, les aider, les faire grandir. Et puis un jour, les personnes te disent « Je fais un burn-out, je ne comprends pas. »
Mais parce que ça fait 10 ans, mon petit chouchou, que tu es en train de faire exactement le contraire de tes valeurs. Ça fait 10 ans que tu es en train de faire exactement ce que tu n'as pas envie de faire. Comment tu peux? T'étonne pas. Ça s'appelle un burn-out. Et cette quête du héros, vous allez devoir y aller. Ok? Bonheur avec un E comme entendre ses besoins. J'ai dit entendre, j'ai pas dit écouter. Pour beaucoup, il y en a qui disent écouter c'est plus important que d'entendre. Je crois pas moi. Pour moi, entendre c'est écouter et comprendre. C'est ça, entendre. L'étymologie d'entendre, c'est j'écoute, mais je comprends. Entendre et écouter quoi? C'est besoin. J'ai rarement rencontré quelqu'un qui était en accord avec ses propres besoins, me dire qu'il était profondément malheureux. Par contre, toutes les personnes que j'ai rencontrées et qui étaient malheureuses avaient un point commun, leur vie n'était plus en adéquation avec leurs propres besoins. Tu vas t'apercevoir que si tes besoins, si tu as une réponse à tes besoins dans ton couple, le couple va perdurer. Que ce soit en termes de tendresse, en termes de sexualité, en termes d'échange, en termes d'intellect, en termes de partage. Si le couple s'organise pour que chacun réponde aux besoins de l'autre, le couple perdure. C'est pour ça que je crois que les couples qui tiennent le mieux dans la durée ne sont pas ceux qui s'aiment le plus, mais ceux qui communiquent le mieux autour justement de ces fameux besoins. Voilà ce dont j'ai besoin. Voilà. Et tu sais quoi? Peut-être que tu n'es pas capable de tout me donner, mais juste fais un pas vers moi. Et moi, je ferai un pas vers toi. Voilà. Et avec ça, on peut construire des choses. D'accord? Et c'est pareil dans la vie. Moi, par exemple, j'ai besoin de liberté. C'est-à-dire, j'ai besoin d'être dans un élan créatif. Donc, j'ai aussi besoin, par exemple, d'avoir des collaborateurs qui le comprennent. C'est difficile de fonctionner avec quelqu'un comme moi. C'est quelqu'un qui va avoir des rendez-vous ou qui au dernier moment te dit « je ne peux pas. Je suis dans un truc créatif, je ne peux pas. Reporte mes rendez-vous. » Il faut avoir des gens solides derrière pour comprendre mon mindset et me dire « non, il est en train de créer un truc, il faut le laisser faire. » Ça veut dire que moi, j'ai besoin d'avoir des collaborateurs et des collaboratrices à la hauteur. Ok? Je me rappelle un jour, j'avais un ami qui vit au Canada, il vit en France maintenant. Et à l'époque, ça n'allait pas très très bien dans mes affaires. Et il m'a dit, tu sais David, c'est normal, tu recrutes des wannabes. Je recrute des quoi? Des wannabes. C'était l'abréviation de I want to be. Tu recrutes des personnes qui veulent être, alors que toi, compte tenu de ton mode de fonctionnement, il faut que tu aies des personnes qui sont déjà et qui n'ont pas besoin de toi. Si tu recrutes des wannabes, tu vas avoir un vrai problème, parce que tu vas être obligé d'avoir un management hyper serré et tu n'auras aucune autonomie. Mais si tu prends le temps de recruter des personnes qui sont bons à leur place, qui sont déjà développés, bien sûr, ils vont te coûter beaucoup plus cher. Bien sûr, ils auront plus d'exigences. Bien sûr, ils te demanderont plus de responsabilités. Mais bien sûr, tu pourras être qui tu es toi, et ça n'a pas de prix. Parce que tu vas pouvoir libérer toute ta conscience et ta créativité. À partir du moment où j'ai fait ça, mon business n'a fait que de se développer. D'accord? Ça veut dire qu'à ce moment-là, j'ai été très vigilant sur qui je devais faire rentrer dans mon entreprise. Quelles sont les personnes qui pouvaient m'épauler dans mes besoins et pas aller à l'opposé. Pas avoir une personne qui dit je suis désolé, bon David, tu sais, c'est pas très respectueux, tu as donné un rendez-vous à une personne, il faut que tu le respectes ce rendez-vous. Parce que là, moi, à ce moment-là, j'ai pas besoin d'une mère, vous comprenez ça? Non, j'en ai une, en plus elle est autrichienne, c'est quelque chose. Croyez-moi, les mères teutonnes, faut y aller. Ok? Non, j'ai pas besoin d'une maman, j'ai besoin de quelqu'un qui m'épaule dans ma créativité, quelqu'un qui va me dire « Il est chiant, David !» Mais s'il me le demande, c'est qu'il y a une raison. Voilà. Et à moi d'identifier c'est quoi vos besoins. Parce que c'est pas tout d'avoir un environnement qui est centré sur mes besoins, mais c'est aussi que moi je sois très au clair sur c'est quoi le besoin de chacun de mes collaborateurs, de mes collaboratrices. De quoi tu as besoin?
Et moi, mon job, c'est de m'assurer de pouvoir y répondre. Le mieux que je peux, avec toutes mes possibilités, avec tous mes moyens. Et quand tu es dans ce mindset-là, de te dire, OK, je vais clarifier quels sont mes besoins. Moi, par exemple, j'ai un besoin, c'est de m'entraîner physiquement. OK ? Et mieux que ça, j'ai besoin de frapper. Ça peut paraître dingue, mais moi, j'ai besoin de combattre. J'ai besoin, si je ne fais pas trois entraînements par semaine, j'arrive pas à libérer peut-être ces colères que j'ai en moi, j'ai trouvé ce moyen-là pour me sentir bien. Ben, vous savez quoi ? C'est en priorité sur ma playlist, chaque semaine. J'ai mes entraînements. Et combien de fois ma femme elle est venue me voir et dit David, mercredi soir, tu sais, Karine et Raphaël, ils veulent nous inviter à manger. Super. Je vous retrouve à 9h15. Non, parce que de 19h à 21h, j'ai mon entraînement. Non, mais ce serait bien pour une fois. Non. Ce serait bien que pour une fois, mais que mes amis comprennent que ça, c'est plus important que tout. Parce que si moi, vous pouvez vous passer le mois 1 heure. Je vous réserverai mes meilleures blagues après. Mes blagounettes. D'accord ? Mais à force, elle a compris que ça, c'est mon besoin prioritaire. Parce que quand je fais ça, vous savez quoi ? Je sors, je me suis excité pendant 2 heures, j'ai lâché les toxines, j'ai lâché ma nervosité, j'ai lâché mes émotions, et je suis bien. Et quand je suis bien, je peux accueillir les problèmes du monde. Je peux accueillir les gens qui ne vont pas bien. Mais moi, pour accueillir les personnes qui ne vont pas bien, qui viennent me voir, qui viennent me consulter, qui me demandent des conseils, ou pour faire des vidéos dans lesquelles je vais être moi, authentique, détaché, relâché, j'ai besoin d'être bien. Ça veut dire que c'est mon besoin. OK ? Si c'est mon besoin, je l'organise. Je l'organise, je le mets en priorité, et quoi qu'il arrive, vous savez, le problème, c'est que la plupart du temps, quand on n'organise pas les choses comme ça, ok ? Quand on n'est pas au clair avec ses besoins, c'est qu'on a un problème d'estime de soi. Imaginez la chose suivante, juste imaginez. La secrétaire de Mark Zuckerberg vous appelle et vous dit « Bonjour, Mark a vu l'une de vos vidéos sur Internet, YouTube, et même si c'est sur une plateforme concurrente, il aimerait bien que vous le coachiez. Il accepte naturellement que vous disiez que c'est public et il vous paiera le prix que vous voulez parce qu'il veut vraiment travailler avec vous. Est-ce que vous accepteriez de voir Mark Zuckerberg la semaine prochaine ? Écoutez, je vais voir si mon agenda n'est pas trop pris. Ça tombe bien, j'ai de la disponibilité toute la semaine. Alors on dit jeudi 10h. On dit jeudi 10h. Et toi, pendant toute la semaine, tu dis « Waouh, je vais être le coach de Mark Zuckerberg, l'un des hommes les plus puissants de la planète. Facebook. » Bon, imaginons que la veille au soir, tu te rends compte que ce rendez-vous-là, à 10h, tu ne peux pas y aller. Peu importe la raison, tu ne peux pas y aller. Qu'est-ce que vous faites ? Bon, logiquement, si tu as un peu de jugeote, tu vas appeler l'assistante, écoutez, je suis désolé, j'ai un gros imprévu de dernière minute, est-ce qu'on peut reporter de quelques heures le rendez-vous ? D'accord ? Bon, qui ferait ça ? Levez la main. Qui annulerait complètement le rendez-vous et n'irait jamais ? Bon, ça veut dire que les cons sont à l'extérieur de la salle, c'est bien. Mais alors, juste un truc. Pourquoi vous le faites quand c'est des rendez-vous avec vous ? Pourquoi quand tu te dis, OK, jeudi midi, c'est un moment super sympa, parce que tous les jeudis midi, je déjeune avec ma meilleure amie, c'est un moment qui me met en joie, ça me structure, j'adore ça, on se marre, et quand on se marre, putain, j'ai la super patate. Tu ne peux pas avoir ton rendez-vous le jeudi. Qu'est-ce que tu vas faire ? Écoute ma chérie, je suis désolé, je ne peux pas, on se voit la semaine prochaine. Et toi, pendant toute la semaine, tu vas être dépressive. Parce que tu n'as pas les scoops. Tu n'as pas les derniers scoops des potins. Quand tu n'as pas les potins, comment tu peux être bien ?
T'as pas les potins, tu peux pas être bien. Ce que je suis juste en train de vous dire là, c'est qu'à partir du moment où tu fais ça, ça veut dire que tu considères que les autres sont plus importants que toi. Mais mon chouchou, je te rappellerai toujours que tu dois te traiter en première classe. Parce que tout le monde va disparaître, mais tu devras vivre toujours avec toi-même jusqu'à la fin de tes jours. Ça, c'est la réalité. Donc s'il y a bien une personne dont tu dois prendre soin, c'est toi. Et on vous le dit, on vous le répète, quand tu fais du secourisme, la première chose qu'on te dit, tu vas sur un lieu qui est accidenté, la première des choses à faire, tu te protèges, tu sécurises les lieux, et ensuite tu interviens. Non, parce que si le mec, là, il est au milieu de l'autoroute, il vient de se faire bouler, t'inquiète pas, j'arrive. Tu ne vas pas être secouriste longtemps. Ou tu arriveras, mais plat. Tu arriveras quand même. C'est une question de mission. Donc comprenez qu'on doit se protéger. Se protéger, c'est écouter et comprendre ses besoins. C'est ça, entendre son besoin. Ok ? De quoi tu as le plus besoin ? Moi, par exemple, j'ai une épouse qui me dit régulièrement, j'ai besoin de toi. D'accord ? Décode, viens, j'ai besoin qu'on passe du temps ensemble. Ou tu bosses trop, ou tu n'es pas assez disponible, ou tu es disponible pour les autres, mais pas assez pour moi. Hey, si j'entends pas ce besoin, je vais avoir un problème. D'accord ? Mais c'est très important qu'elle le formule. C'est très important qu'elle le dise aussi. C'est pour ça, mes chouchous, je vous dis, c'est important d'être au clair avec ses besoins, c'est important d'être au clair avec les besoins de l'autre, mais c'est important aussi d'apprendre à communiquer autour de ses besoins. La dernière fois, je suis en train d'écrire un nouveau bouquin sur les neurosciences que je voudrais sortir fin d'année prochaine. On avait une super soirée, mais vraiment une super soirée. Sauf que je vous jure, j'ai un éclair de conscience sur un truc, je commence à écrire en début de soirée. Et là, il y a ma femme qui fait ça. Tu sais combien tu as envie de buter la terre entière quand tu es en train de te concentrer sur un sujet et que tu as ta femme qui fait. Elle est prête. Elle est tout le temps en retard. Mais elle est prête, elle est apprêtée, elle a tout. Le maquillage, tout, le sac. Et tu as juste des envies de meurtre. Et à un moment donné, tu dis, hey, vas-y, je te rejoins. Non, tu m'as déjà fait le coup 2 fois. Il faut que tu comprennes. Mon besoin là, c'est rare de choper de la créativité. C'est rare d'avoir un moment de pure conscience et de créativité. J'ai pas envie de gâcher ça. Ça, maintenant pour moi, c'est plus important que de passer le moment avec les amis. Laisse-moi écrire, je vais être focus, je me tape 10 pages et je te jure qu'après je vous rejoins. Bon, ça se passe pas toujours comme ça. Les négociations sont parfois plus ou moins difficiles. Ok ? On doit faire parfois des compromis. C'est comme ça, d'un seul mot. Okay ? Mais c'est juste important de comprendre cette logique-là. Ok ? Mais c'est important, si tu entends mes besoins, que je sois aussi ouvert à comprendre les tiens. Parce que sinon, ça s'appelle un seul sens. C'est clair pour vous ? Donc on organise, on traite bien, on négocie, on neutralise les pensées négatives, on se met dans une quête du héros dans laquelle on va développer ses talents, ok, et on va travailler sur ses propres failles, faire du développement personnel. C'est pour ça qu'il y a très peu de personnes qui sont malheureuses quand elles font un vrai travail sur elles-mêmes. Ok ? Après, on va écouter ses besoins, ça c'est très important. Ensuite, il y a un U comme universel. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'il n'y a rien de plus malheureux qu'une personne séparée. Vous avez remarqué ça ou pas ? On va prendre ça dans le texte. Une personne qui vient de se séparer, elle est heureuse ou malheureuse ? Bon, ça dépend de qui tu te sépares, d'accord ? Mais dans la plupart du temps, t'es malheureux ou très malheureux. On est d'accord ou pas ? Pourquoi je suis malheureux ? Parce qu'on était unis, on est séparés. Ok ? Le mot étymologique
pour quelque chose qui est uni et qui vient de se séparer, on appelle ça diaboliser. Ok ? La diabolisation. C'est quoi la diabolisation ? T'as pas compris ? Je vais répéter. La diabolisation, c'est la capacité que j'ai d'avoir quelque chose d'uni et d'être séparé. Pourquoi il y a autant de malheurs dans ce monde ? Et Smaïn posait la question tout à l'heure, il dit, mais je ne sais pas pourquoi il y a autant de malheurs. Smaïn, laisse-moi te répondre. Parce que nous sommes séparés. Parce que nous avons mis plus attention sur ce qui nous séparait que sur ce qui nous unissait. Vous savez, si on devait prendre tous les points qui rassemblent tous les êtres humains, tous les points communs et ceux qui les séparent, d'accord ? On prend toute l'ADN, on prend toute la biologie, on prend toute la psychologie, on prend toute la neurologie, on prend tous les systèmes cellulaires. Bref, on fait la liste de tout ce qui nous rassemble. Et ensuite, on fait la liste de tout ce qui nous sépare. Ça peut être les religions, ça peut être la culture, ça peut être... Est-ce que vous savez que ce qui nous sépare représente moins de 0,002% en comparaison de ce qui nous rassemble ou pas ? C'est un truc de fou. Il y a des Américains qui ont commencé à faire cette théorie de l'illusion de la séparation, sauf que on va s'attarder à porter notre attention sur ce qui nous sépare. À partir du moment où tu portes ton attention, encore le focus sur ce qui te sépare, tu n'es plus un. Regardez toutes les religions ou toutes les grandes philosophies nous disent quoi ? On est tous un. Mais à partir du moment où tu te sens uni avec quelqu'un, à partir du moment où tu dis finalement, tiens, avec Alan, moi, je partage une vraie réalité. À plein d'égards, il y a plein de choses qui nous unissent. Sa passion pour le développement personnel, sa passion pour le coaching, sa sympathie, sa bogossitude, son charme, son charisme, sa classe, sa sexitude. Enfin bref, plein de choses qui nous réunissent. Ok ? Ses yeux. Quand je fais le point de tout ce qui nous réunit, je suis sûr que si je mets ça en opposition avec ce qui nous sépare, rien à foutre. C'est-à-dire que le problème, c'est que tant qu'on se sentira exclusivement séparé de tout le monde, on ne pourra pas vivre quelque chose d'harmonieux. Tu ne peux pas être dans le bonheur quand tu te sens séparé. C'est pas possible. Le problème, c'est que plus on va se sentir séparé du monde, décodé, plus je me sens séparé des autres, ok ? Et plus je vais commencer à souffrir de cette séparation. Mais quand je commence à épouser cette idée, tiens, on est tous un. Moi, quand on m'a dit ça, on est tous un, de cette phrase-là, ok, dans le Lévitique, il va y avoir une autre phrase qui va sortir. De on est tous un va sortir, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et j'ai fait des recherches. Il y a un jour, je parlais avec une personne, il me disait, oui, c'est dans les évangiles. Non, c'est bien avant ça. Bien avant ça, on est tous un, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Deux idées à l'intérieur, tu aimeras ton prochain, ça pour tout le monde ça va, mais comme toi-même. D'accord ? Hey, on revoit ce que je disais tout à l'heure. Commence par toi-même, aime-toi. Peu importe comment t'es né, la tronche, ton corps, ton truc, ton environnement, on a quand même un mec qui vous a dit « J'ai été abandonné, j'ai vécu pendant 2 ans dans un orphelinat, mais s'il vous plaît, ne considérez pas que je suis malheureux. » Ça veut dire que dans chaque adversité, on peut toujours se positionner. Et c'est pour ça que, comme me disait mon grand-père, que j'aime plus que tout au monde, il me disait, tu sais David, vieillir est obligatoire, mais grandir est un choix. Grandir, c'est un choix. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors après, je me suis posé la question, c'est, ok, comment je fais ? Non, parce qu'on me dit un truc, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Wouh ! Je vais le faire. Allez, je t'aime.
Je t'aime comme moi-même. Donc si je m'aime pas, je ne vais pas aimer grand monde. D'accord ? Mais pour se sentir unis, dans cet univers, ok, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Aimer son prochain comme soi-même, c'est quoi ? C'est d'abord avoir des actes vis-à-vis de lui que tu n'aurais jamais à l'encontre de toi-même. Je vais développer. C'est très important que tu comprennes que moi, quand on me pose une question, on dit « j'ai une formation sur le couple ». Et un jour, il y a une personne qui est venue me voir et dit « si vous deviez donner un secret pour que le couple il fonctionne à mort, vous diriez quoi ?» Traite ta femme comme un étranger. Traite ton mari comme un étranger. Vous avez remarqué que quand vous avez un étranger qui vient à la maison, un nouvel hôte, t'es plein d'attention. Vous êtes bien ? Vous êtes bien installés ? Les petits fours étaient bien chauds ? Ouais ? Vous en voulez encore ? Je vous resserre un petit verre peut-être. Ok. Maintenant, quand t'es marié après des années, quoi ? Mais tu veux pas bouger ton cul pour aller chercher ton truc ? Est-ce que t'as vraiment besoin de moi ? Bon, non mais je me suis installé là. Fais-moi plus de place, il n'y a pas assez de place sur le canapé. Une fois encore, ça renvoie à la logique d'intention. Tu dois avoir vis-à-vis de l'autre, pour aimer ton prochain comme toi-même, tu dois avoir vis-à-vis de l'autre des actions qui sont des actions nobles. D'accord ? Et en clair, faites tout pour rendre les gens plus heureux. Ça coûte rien. Ça coûte rien d'avoir une conscience dans laquelle chaque interaction que je vais avoir, je vais essayer de rendre la personne plus heureuse. Ça me coûte quoi ? Ça coûte 10 fois plus d'énergie de faire la gueule que d'écouter une personne, de lui balancer un sourire. Et si elle fait la gueule, c'est vraiment qu'elle en a encore plus besoin que toi. Alors raison de plus, quoi. Ça s'appelle une bonne action, une mitzvah. Ok ? La mitzvah, c'est dire, tiens, allez, je vais faire une bonne action, je vais te rendre plus heureux. T'es pas bien, je vais te faire un compliment. Tu fais la gueule, je vais t'envoyer un sourire. Je vais passer un petit peu de temps avec toi. Je vais échanger. Voilà. J'avais prévu de dormir dans l'avion, mais non, t'es à côté de moi, t'as ouvert la conversation et apparemment c'est important pour toi. Viens, je vais passer un petit moment. Même si j'ai pas prévu ça. Ça va faire partie de mes cadeaux du jour. De passer ce petit moment avec toi. Ça coûte rien, mais ça rapporte tellement. La première action, ça sera de dire donc, voilà ce que je vais faire, je vais poser une action qui est une action bénéfique à l'encontre de l'autre. Et vous savez quoi ? Je vous mets au défi, tous autant que vous êtes, je vous mets au défi de faire une bonne action et de vous sentir mal derrière. Vous avez remarqué qu'à chaque fois qu'on fait du bien à quelqu'un, on se sent bien ? À chaque fois que tu t'es arrêté, que tu as fait demi-tour et que tu as donné cette petite pièce, mais que tu ne l'as pas donnée en balançant, mais que tu t'es approché de lui, que tu l'as regardé dans les yeux, et que tu lui dis juste un petit compliment ou un truc sympa, une interaction. Tu as vu derrière comment tu te sens bien. De donner. Donnez, 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 donnez-moi. Donnez, 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 Dieu vous le rendra. Non, c'est parce que j'arrive pas à renier mes origines parfois. Il y a des trucs au niveau adénien qui ressortent. Il va falloir qu'on se calme. Détends-toi, David, tu vas encore avoir des menaces de mort. Non, parce que la dernière fois que je suis venu ici, j'ai fait une petite vidéo. J'ai eu 67 menaces de mort. Oh, il y a un mec, il était exceptionnel. Il m'a dit, écoute-moi bien, je vais te tuer. Mais comme le gars, il avait fait de la recherche quand même. Il était allé sur ma chaîne YouTube, il m'a dit, comme tu donnes les 7 principes ou les 5 secrets, je vais te tuer en 7 phases. D'abord, je vais t'ouvrir le ventre. Ensuite, je vais sortir tes entrailles. Après, je vais les... Quelle créativité! Et je lui dis, tout ça pour cette vidéo,
J'ai dit, mais si tu savais vraiment ce que je pense de la situation, tu serais pas assez créatif, mon chouchou. 67 menaces de mort. Un record quand même, parce que c'était sur un court laps de temps. Ok. Mais bon, je m'en fous. Non, parce que ce que je hais le plus au monde, c'est la pensée unique. Voilà. Et c'est intéressant parce que il y a un de mes partenaires, je tairai le nom, qui a dit si David ne fait pas d'excuses publiques, moi ça va à l'encontre de mes valeurs. Ce même partenaire, il a planté la planète entière. Okay, c'est-à-dire que toi, tu peux être odieux avec l'argent, ça pose pas de problème, mais qu'un mec, il dise... Et en fait, j'avais pas le droit de dire ce que je pensais. Non, c'est ça, c'est aussi ça un truc, hein, la pensée unique, ça me fait peur. Enfin bref, revenons ici, parce que j'étais là tout à l'heure, je vais revenir là. Donnez, j'étais là. Donnez-moi, donnez... Pas que de l'argent, parce que sinon je vais encore avoir des reproches. Menace de mort plus reproche, c'est pas bon. Ok, donc je reviens. Aimer l'autre comme ton prochain comme toi-même, c'est donner vraiment des actions pour rendre les gens plus heureux. Chaque interaction avec une personne, ça coûte rien, rend-la plus heureuse. La deuxième chose, aie des paroles qui soient toujours des paroles impeccables vis-à-vis d'autres. Que ce soit les accords Toltec ou dans ce que la culture juive on appelle le Lashon Hara, quoi qu'il arrive, quand tu parles, assure-toi toujours que quand tu parles de quelqu'un, tu parles pour le bien. Arrêtez de dire du mal. Vous pensez que ça vous soulage, mais en fait, c'est horrible. Moi, j'ai un jour mon rabbin qui m'a raconté une très belle histoire. Il y a un type qui vient voir, qui fait « Bon, Rabbi, voilà, j'ai un problème. Je viens de dire quelque chose d'épouvantable sur quelqu'un. Je voudrais me rattraper. Comment je peux faire ?» Ok. Alors, tu vas prendre une plume et tu vas la mettre devant la porte de chacune des personnes qui a entendu ces paroles, ok ? Et quand tu auras fait toutes ces personnes, tu retournes et tu récupères les plumes. Donc le mec, il fait ça, puis après il retourne, puis il n'y a pas la plume. Il va le voir, il n'y a pas la plume. Alors il faut que tu remettes une plume. Tant qu'il n'y a pas la plume, que tu récupères pas les plumes, tu peux pas... Mais si elle s'envole, il faut que tu fasses vite. Puis le mec, il fait ça pendant 2 jours, puis au bout de 2 jours, il arrive avec ses plumes, mais c'est pas possible. Exactement ce que tu viens de faire par rapport à tes paroles. Ça ne se rattrape pas. Donc, plutôt que d'avoir le risque d'aller chercher tes plumes là, assure-toi que quand tu parles de quelqu'un, parle toujours avec quelque chose de positif. Vous savez, là une fois encore, je peux mettre au défi, il n'y a pas une personne qui pourra me prendre à défi d'avoir dit du mal une seule fois de mes concurrents. Et pourtant, parfois... Non, je vous jure, c'est pas l'envie qui m'en manque, c'est vrai. Et j'aurais des choses à dire, comme eux, sûrement, des choses à dire sur moi d'ailleurs. Toujours. Vous savez, on est toujours le contre quelqu'un, hein, croyez-moi. Mais c'est ça qui est important, c'est que je me retiens. Qu'est-ce que ça te coûte ? On croit que parfois les personnes disent « Oui, moi je me rappelle, j'ai un client en coaching, il était extraordinaire celui-là. Il me dit, vous savez, moi, monsieur Lefrançois, je suis quelqu'un d'affirmé. Dès que j'ai quelque chose à dire, je le dis. Puis après, une fois que c'est fait, je me sens soulagé. Ah, toi, oui. Toi, tu es bien soulagé. Mais la personne qui a reçu ton vomi émotionnel, dans quel état elle est ? Et la chose, est-ce que ça fait avancer les choses ? Ça a été quoi l'intérêt, ou de salir cette personne, ou de dire du mal ? Est-ce que, en faisant ça, tu penses que tu es une meilleure personne ? Ça ne sert à rien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est avoir des actes purs vis-à-vis des autres, mais c'est aussi avoir des paroles sympathiques. Et c'est, même si tu sais des choses, même si tu pourrais dire des choses, fais un truc qui va vraiment faire un très grand bien à toute l'humanité. Ferme-la. Mais vraiment, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et vous allez voir un truc. À l'université d'Orlando, ils avaient fait une analyse très intéressante sur la capacité de colporter des rumeurs. Ils avaient pris des groupes tests, ils avaient dit à ce groupe test, vous avez comme job dans l'université de faire courir cette rumeur-là. À un deuxième groupe, vous avez comme job de parler exclusivement positivement
de la même personne, qui était un des professeurs, okay, qui était d'accord pour travailler sur l'expérience. D'accord ? Alors naturellement, les rumeurs négatives se sont répandues beaucoup plus rapidement. C'est vrai. Mais ensuite, ils ont audité chacune personne du groupe A, qui était colporteur de rumeurs, et ils leur ont demandé, cette semaine, comment émotionnellement vous vous êtes senti bien. Okay ? Plus de 77% des personnes appartenant à ce groupe, parce qu'ils avaient eu la responsabilité de colporter la rumeur, ne se sentaient pas bien émotionnellement. Alors que les autres, qui avaient dit du bien, s'étaient sentis, plus que ça encore, presque à 100%, beaucoup mieux. Donc on comprend que quand on parle mal d'une personne, croyez-moi, c'est pas à lui que vous faites du mal. C'est à vous. Par un phénomène qu'on appelle un phénomène de contre-projection. J'en ai parlé lors de la dernière soirée potentielle. Donc vous allez sur Internet et puis vous bossez un petit peu, merde. On va pas toujours répéter tout le temps les choses. Ok ? Allez, bonheur, on a vu le O, on a vu le N, ok ? On a vu le H, on a vu le E, on a vu le U. Voyons le R maintenant. Le R pour réussite. Il y en a qui disent, mais quel rapport entre bonheur et réussite ? Eh bien, je vais vous dire une chose. Ceux qui ont envie de réussir, ceux qui font tout pour réussir, ceux qui se donnent les moyens éthiques de réussir, parce que si tu réussis à n'importe quel prix, c'est pas de la réussite, hein, d'accord ? C'est du succès, mais c'est pas de la réussite. C'est la différence entre les deux, de mon point de vue. Il y a des personnes qui peuvent avoir beaucoup de succès, mais ils n'ont aucune réussite, en fait, en vrai. Parce que la façon dont ils ont obtenu ce qu'ils avaient à obtenir. Le succès, c'est quoi ? C'est quelque chose que tu as obtenu et un très grand nombre est au courant. On dirait qu'il a eu beaucoup de succès. Mais au fond, est-ce qu'il a vraiment réussi ? Hey, tout à l'heure, tu nous parlais des ch'tis à Miami. On pourrait dire qu'ils ont beaucoup de succès. Non, hey, les sœurs Kardashian ont beaucoup de succès. Hein. Est-ce qu'elles ont vraiment réussi quelque chose ? Ils ont réussi à accepter qu'on filme leur vie H24, jusqu'à leurs ébats sexuels. Peut-être qu'elles considèrent que c'est une réussite. À un moment donné, ils ne vont pas avoir le même regard sur leur vie que moi. Et heureusement pour elles d'ailleurs. D'accord ? Mais une vraie réussite, quand tu te mets dans une logique de réussir, de te fixer des objectifs, de te donner les moyens de les atteindre, d'organiser ton temps, de structurer ta vie, de faire des efforts pour obtenir des résultats, eh bien, curieusement, ça t'amène à avoir une perception, parce que le bonheur, ça ne sera rien d'autre qu'une perception de soi par rapport à un espace-temps, d'accord ? Et bien, cette perception, elle sera positive. C'est clair pour vous ? Donc, on a vu tout, sauf le B. Et je terminerai par ça. Parce qu'en fait, le bonheur, c'est une seule chose, c'est être à la bonne heure. Rien d'autre. Non. C'est vraiment, j'insiste là-dessus. Le bonheur, pourquoi on a appelé ça le bonheur ? Ok ? Parce qu'il y a un temps pour tout, mes chouchous. Le bonheur, c'est d'être à la bonne heure. Et il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour s'aimer. Il y a un temps pour célébrer. Il y a un temps pour travailler. Il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour surbûcher. Il y a un temps pour se détendre. Il y a un temps pour découvrir. Et il y a un temps pour lâcher. Il y a un temps pour se mémoriser. Et il y a un temps pour oublier. Mais quand on choisit d'être à la bonne heure, on vit obligatoirement un bonheur. Et être à la bonne heure, c'est considérer, c'est quelle est la meilleure attitude que je dois avoir maintenant. Posez-vous cette question-là. Si, quand vous faites quelque chose, vous vous posez cette question, quelle est la meilleure attitude à avoir maintenant ? Ok ? Qu'est-ce que je dois faire maintenant ? Tout à l'heure, Smaïn nous disait, mais parfois, on anticipe un repas, et puis quand arrive le repas, et tu as raison. Parfois, l'imagination, quand on la confronte à la réalité, c'est plus la même chose. Mais si tu décides que ce moment-là, c'est la bonne heure, que c'est à toi de créer cet instant, et même si l'autre, il n'est pas là, même si l'autre, il n'est pas encore dans le mood, viens, je t'embarque.
Viens, je t'embarque. Peut-être c'est vrai que moi j'ai anticipé tout ce repas parce que j'avais le temps de le faire et que toi tu as été toute la journée, t'as tambouriné, tu as eu tes problèmes, puis on se retrouve le soir et toi tu es encore dans tes problèmes. Et plutôt que d'être dans la confrontation du moment et de sa violence, c'est de se dire, ok, c'est la bonne heure. La bonne heure pour que je fasse une démarche, d'aimer l'autre comme moi-même, d'avoir des paroles douces avec lui, d'être certaine que tout ce que je vais dire sera juste, sera sympathique, je vais le soutenir dans son projet, je vais tout faire pour essayer d'éloigner ses pensées négatives, je vais tout faire pour lui rappeler combien c'est un héros au quotidien, et que lui aussi, il se bat pour notre famille, pour notre couple. Parce que quand je vais lui rappeler tout ça, quand je vais lui dire, tu sais, c'est important aussi que, tu sais, tu as eu tes problèmes aujourd'hui, regarde, viens, on a 3 heures pour nous, on n'a pas les gosses, on n'a pas les chiens, on n'a pas les poissons rouges, viens, on kiffe. Et ton connard de Dupont, laisse-le à la maison, parce que là, on est tous les deux et j'ai envie de passer un bon moment avec mon mari. C'est ça, être à la bonne heure. La bonne heure, c'est quand tu vas considérer que d'organiser, de bien gérer les pensées négatives, de te rappeler combien toi et l'autre, vous êtes dans une quête héroïque, que à ce moment-là, son besoin à lui, là, c'est de s'échapper de tout ça. Et je vais tout faire pour lui donner parce qu'on est unis. Et que si je fais ça, je vais réussir mon couple. Si vous avez cette conscience-là pour vous comme pour l'autre, croyez-moi, vous vivrez des vrais bons moments de bonheur. Merci beaucoup.